Dans notre précédent entretien, nous avons vu comment était né un nouveau pays que l'on appelle maintenant Catalogne. Les descendants du légendaire Guifré el Pelos vont s'employer à rassembler les territoires autour de la capitale Barcelone. Ces territoires, qui appartiennent parfois à d'autres comtes, seront réunis autour de la capitale, soit par mariage, soit par héritage. Mais le pouvoir du comte de Barcelone est supérieur au pouvoir des autres comtes de Catalogne. C'est que le comte de Barcelone frappe monnaie catalane, monnaie en vigueur dans toute la Catalogne. Voici le denier. De même, les fonctionnaires de la Catalogne jurent serment de fidélité au comte de Barcelone. Et il arrive que les comtes emploient pour désigner la Catalogne le terme de royaume. Vers l'an 1060, le comte Ramon Berenguer I devient législateur. Avec l'aide de sa femme Almodis, que l'on voit à ses côtés sur la miniature, il rédige Els Usatges de Barcelone, soit 7 lois qui forment l'embryon d'une constitution. C'est un fait unique en Europe. Ce code, ces usages donc, expriment le reflet d'un nouvel ordre social. On y reconnaît la paix de Dieu, une hiérarchie dans la noblesse qui est divisée en 5 catégories. Enfin, on y institue de nouvelles lois de justice. Voici la signature de Ramon Berenguer I. Et pendant la même période, que se passe-t-il ici, en El Rosselló et en Cerdagne? Eh bien, là aussi règne l'esprit libéral. Prenons l'exemple de Villefranche de Conflent. En 1091, le comte de Cerdagne accorde à cette ville une charte de població, une charte de ville libre. Voici le texte de la charte. Moi, Guillaume Raymond, par la volonté divine comte de Cerdagne, éclairé par le conseil de l'évêque Artald, j'édifie ville libre, c'est-à-dire que les habitants, ceux qui y habitent déjà et ceux qui y habiteront, quelles que soient leurs conditions, bénéficieront de la pleine liberté juridique, n'étant tenus que de fournir, en cas de besoin, l'aide au comte, une fois tous les 2 ou 3 ans, suivant leur volonté, et autant qu'il leur plaira. Un marché sera établi à Villefranche, le seul jusqu'à Isch. Je vous demande d'apprécier à sa juste valeur ce fait, car dans la même période, la plupart des villes du royaume de France se révoltent contre leur seigneur pour obtenir une charte. Révolte réprimée, la plupart du temps, dans le sang. C'est le cas de Montpellier. Eh bien, chez nous, les comtes accordent spontanément ce précieux avantage que l'on appelle liberté. En 1112, le nouveau comte de Barcelone, Ramon Berenguer III, se marie avec Douce de Provence. Voici les signatures des 2 époux. La Provence passe sous tutelle catalane. Quelques années plus tard, en 1117, c'est tout à fait normalement que la Cerdagne est rattachée à la maison de Barcelone. Et enfin, nous arrivons au fondateur de la puissance de la maison de Barcelone, Ramon Berenguer IV. Voyons pour quelle raison. Premièrement, En 1137,
Ramon Berenguer IV se fiance à Peronella, héritière du royaume d'Aragon. La capitale est Saragosse. C'est un royaume montagneux, peu peuplé, mais c'est un royaume qui tombe sous influence catalane. Ramon Berenguer IV a 24 ans. La fiancée, Peronella, a 2 ans. Ce n'est pas un mariage d'amour, mais d'intérêt politique. Voyez le couple royal. Deuxièmement, Ramon Berenguer IV reprend la lutte contre les musulmans. En 1148, Tortosa, Fraga, Lleida deviennent catalanes. Les terres reconquises en dessous du fleuve Llobregat portent le nom de Nova Catalunya. aussitôt l'archevêché, qui était encore à Narbonne, est transféré à Tarragone. Troisièmement, Ramon Berenguer IV, que vous voyez sur cette miniature, reçoit l'hommage de Raymond Trencavel, seigneur d'Occitanie. les seigneuries de Carcassonne, d'Étermes et du Lauragais sont sous protection de la maison de Barcelone. L'influence catalane s'étend du fleuve Èbre jusqu'aux Alpes. Quatrièmement, Ramon Berenguer IV reprend les usages de Barcelone, écrits en 1060 par son arrière-grand-père, et il les complète par des lois. Loi sur la justice, Sur les fortifications, sur la paix de Dieu, sur la monnaie, sur la défense de la nation, Alsomoten, sur l'administration fiscale. Bref, la Catalogne est déjà un pays bien organisé. Et lorsque Ramon Berenguer IV disparaît en 1162, il a la réputation d'un homme droit, loyal, modéré et pris de justice. Son corps repose au monastère de Ripoll. Ici, les signatures de Ramon Berenguer IV et de Peronella, sa femme. C'est donc à la mort de Ramon Berenguer IV que son fils Alphonse devient comte de Barcelone et roi d'Aragon sous le nom de Alphonse Ier. On le voit ici lors de son couronnement à Saragosse, capitale de l'Aragon. Dans sa politique extérieure, Alphonse Ier consolide le pouvoir catalan. Il devient marquis de Provence. Il reçoit l'hommage des seigneurs de Millau, de Gévaudan, des seigneurs du Béarn, de Bigorre et enfin du comte de Foix. Or, en 1172, Guinardos, comte del Rosselló, meurt sans héritier. Dans son testament, il lègue son comté au roi Alphonse Ier. Nous reviendrons sur ce fait tout à l'heure, car un événement important se déroule là-bas en Occitanie. Une nouvelle religion est née, le catharisme. Et cet événement va favoriser la politique expansionniste de la maison de Barcelone. Alors, parlons un petit peu de cette religion cathare, qui est née dans le centre de l'Europe. Pour les Cathares, le monde obéit à 2 principes. Un bon principe qui a créé l'intelligence et l'esprit. Un mauvais principe qui a créé le corps et les choses matérielles. Les Cathares adoptent une conduite exemplaire et se désintéressent des richesses. Seul compte la pureté des mœurs. Or, à cette époque, le clergé de l'Église chrétienne vit souvent dans la richesse, parfois dans la débauche. Aussi le peuple se convertit au catharisme, car les prêtres cathares, appelés parfaits, montrent l'exemple. Ce qui est grave pour la papauté, c'est que les églises en Occitanie sont désertées et abandonnées. Pour le pape,
Il s'agit là d'une secte hérétique et il décide de l'éliminer, soit par les prières, par les menaces et par la force s'il le faut. Prévoyant le pire, Roger II, vicomte de Béziers de Carcassonne, qui abrite les Cathares, demande protection au roi Alphonse Ier. Il lui prête serment de fidélité. Pour l'instant, le pape n'ose pas utiliser la force militaire. Bref, sous Alphonse Ier, on assiste à l'accroissement de l'influence catalane de l'Ebre jusqu'aux Alpes. Cette puissance catalane s'explique par le fait que la population s'est considérablement accrue à Catalogne. L'économie est prospère, basée sur les 4 principales villes, Barcelone, Perpignà, Tarragone et Lleida. Voici donc les 4 villes. La production est variée. Or, sel, céréales, bois, outils en fer, laine. Il convient d'ajouter le commerce international de l'or et le marché des esclaves et des prisonniers de guerre. C'est la production de draps et leur commerce qui fera la richesse de Perpignan. Bref, c'est une période de croissance rapide où certains amassent de grosses fortunes. On découvre le dynamisme du pays lorsqu'en 1187, une colonie catalane installe un comptoir commercial à Tyr, à l'autre extrémité de la Méditerranée. Cela laisse supposer que les Catalans maîtrisent les techniques de construction des gros bateaux. Le secret de la réussite du pays transparaît à mon avis dans les statuts du roi qu'il écrit en 1173. La paix et trêve de Dieu y est maintenue et renforcée pour supprimer toute agression entre seigneurs. Oui, réellement, la paix est effective à Catalogne. Les Catalans ont compris de bonne heure que le bien-être et la richesse se développent dans la paix. Et maintenant, Anem al-Roussillou. Replaçons-nous à la fin du mois de juillet de l'an 1172. Le comte d'Al-Roussillou, Girardus, décédé sans héritier, a légué son comté au roi Alphonse Ier. Alors, le roi décide de venir chez nous et il aperçoit au loin Perpignan. Quel accueil va-t-on lui faire? Perpignan est une ville fortifiée, entourée d'une solide muraille. C'est la Seyère, lui dit-on. Alphonse Ier et sa suite pénètrent par l'une des 6 portes identiques à celle-ci au milieu des acclamations. Alphonse Ier, voici son portrait, visite l'hôpital des pauvres fondé en 1116. Ce document de l'époque nous apprend que le roi est reçu en grande cérémonie. 146 chefs de famille lui prêtent serment de fidélité par écrit, en jurant sur les 4 évangiles, suivis de 16 chevaliers qui répètent la scène. Voici la dernière monnaie roussillonnaise, puisque désormais on va utiliser la monnaie de Barcelone. Bref, disons-le franchement, Perpignan et le comté d'Al-Roussillou s'introduisent au sein de la maison de Barcelone dans la tranquillité. Puis, Alphonse Ier découvre la Cerdagne. Après mûre réflexion, il estime que Ix n'est pas un véritable centre, ni commercial, ni surtout stratégique. Nous allons fonder une ville nouvelle, conclut-il.
Cette ville sera bâtie sur le mont Cerda. Ainsi, né en l'an 1178, Puigcerdà, qui deviendra le grand marché de la Cerdagne avec ses foires grouillantes et animées. Puis, il fait fortifier Puigbaladú, dont il reste quelques vestiges. C'est dans notre bonne ville de Perpignan que s'éteint le roi Alphonse Ier en 1196. Aujourd'hui, son corps repose au monastère de Poblet. Il laisse le souvenir d'un bon roi, protecteur des troubadours, provençaux et occitans, qu'il invitait souvent à Catalogne et qui ont participé au développement de la langue catalane. Alors voilà, ça va être donc son fils, père, c'est-à-dire Pierre, qui va lui succéder. Et c'est lui, père, qui va se trouver au cœur de la tragédie cathare. Quelle sera son attitude? Eh bien ceci, bien sûr, nous allons le voir dans un prochain entretien. Mais auparavant, je voulais vous lire ce qu'écrivait le roi Alphonse Ier dans les statuts de l'an 1173. Voilà. Les pays du roi vont de Sals jusqu'à Tortosa et de Lleida et leurs alentours. Formule que nous employons encore aujourd'hui en cette fin de XXe siècle pour désigner les limites du pays catalan.